Alors, je donne maintenant la parole à Hubert Joannet et à Jean-Claude Coffinhal pour la présentation des travaux de l'Académie durant l'année 2023. Merci Monsieur le Président. Effectivement, l'année 2023 a été riche et en rentrant de vacances, j'ai dit au secrétaire que l'automne serait très chaud. L'automne se termine et on peut les remercier. Alors, le programme de l'Académie, il répond à un certain équilibre entre les sujets qui sont des sujets médico-chirurgicaux et des sujets qui sont des sujets professionnels. Et puis à côté de ça, il y a des événements. Alors nous avons eu cette année 24 sessions médico-chirurgicales, 10 sessions transversales professionnelles et non pas 10 mais 11 événements. Commençons par les sessions délocalisées. C'est classique que nous ayons d'une part 2 sessions avec l'Académie nationale de médecine, 2 sessions communes avec l'Académie nationale de médecine. L'une sur un sujet choisi en commun cette année, c'était l'ophtalmologie, la Société française d'ophtalmologie avait eu cette année 130 ans, et ça nous paraissait un excellent thème, cela d'autant que ça a été remarquablement organisé de notre côté par Jean-Pierre Rosenbaum. L'autre session est toujours demandée par l'Académie nationale de médecine. Il s'agit de présenter les meilleurs travaux des jeunes chercheurs Master 2 qui ont obtenu des prix de la part de notre Académie. Et c'est une excellente occasion pour nous de montrer que les chirurgiens sont également des chercheurs dans différents domaines, y compris les domaines fondamentaux. Il est également classique de faire 2 sessions localisées en province. Nous sommes allés à Rennes, où l'équipe de Rennes, sous la coordination de Karim Boudjema, nous a offert un programme de très haut niveau, très varié, transplantation d'utérus, intégration d'un programme de chirurgie transgenre, bien sûr une communication sur la transplantation hépatique, avec Karim Boudjema, on pouvait s'y attendre, etc., etc., des communications de très haut niveau. Nous avons été une nouvelle fois de plus accueillis à Strasbourg par Carole Matelin. C'était à l'occasion d'Octobre Rose, au Conseil de l'Europe, et pour des séances très riches. Et nous n'en resterons pas là en ce qui concerne Octobre Rose. Je pense que l'Académie a déjà un projet pour l'an prochain. Et enfin, nous nous sommes transportés très volontiers à Buenos Aires à l'invitation de l'association argentine de chirurgie. Nous étions 3 à représenter l'Académie, le président Pascal Richman, moi-même et Jean-François Gillon, et nous avons chacun fait nos communications. Il y a eu une séance commune entre l'Académie nationale de chirurgie française et l'association argentine de chirurgie. Il y avait du Malbec, du polo, du tango, enfin comme on sait tous les bonheurs que vous apportez les Argentins. Plus sérieusement, nous avons organisé une journée de cancérologie avec un partenariat avec l'Institut Servier. Ces journées de cancérologie sont dédiées au digestif et donc cette année était consacrée au cancer du pancréas qui a eu un très beau succès d'audience puisque nous avons eu 3700 vues cumulatives sur cette journée. Et enfin, la journée du patrimoine, c'est la première fois que l'Académie participait aux Journées européennes du patrimoine, cela s'inscrivant dans le projet Syncôme vis-à-vis de la mairie de Paris, de montrer notre attachement au patrimoine et à notre patrimoine pour réintégrer notre patrimoine. Et nous avons été surpris parce que pour un galop d'essai, ça a été une grande surprise parce que c'est rare qu'il faille fermer les portes de l'Académie pour que les gens ne puissent plus rentrer, tellement il y avait de monde. Les autres événements, eh bien, Jean-Claude Coffinhal en parlera mieux que moi, ont été les journées de la semaine dernière consacrées, qui s'appellent les RICF, mais qui cette année étaient consacrées à la chirurgie 4.0. Finalement, 4.0 c'est bien, on verra ce qu'on fera l'an prochain, on fera 4.1, 4.1, on verra. Et qui semble-t-il avoir été un grand succès du fait qu'on ait mixé les chirurgiens avec les jeunes industriels. Et ça coupait un peu les silos, et je pense que nous y avons tous gagné. Enfin, les journées prix master, dont nous allons récompenser cet après-midi les lauréats.
C'est Dominique Franco qui gère cette affaire depuis des années, de façon absolument remarquable, et on est toujours surpris de la qualité des communications. Alors, concernant les sessions chirurgicales, là encore, il faut conserver un certain équilibre. Et donc vous voyez que nous avons essayé d'intéresser la plupart des spécialités chirurgicales. Il existe 13 spécialités chirurgicales. On ne peut pas faire passer tout le monde chaque année, mais on essaie d'équilibrer. Là vous voyez que par exemple il n'y a pas eu de pédiatrie cette année. C'est déjà prévu pour le 28 février prochain, etc. etc. 3 sessions d'interventionnels qui s'intègrent maintenant parfaitement dans l'activité de l'Académie. Des sessions de communication libre qui sont de plus en plus demandées, à tel point qu'il faut se demander si on ne va pas devoir créer une 4e session. C'est pour permettre l'accès à une majorité de chirurgiens ou d'interlocuteurs divers de pouvoir venir parler à la tribune de l'Académie. Les sessions transversales, elles sont très diverses. Des sessions consacrées aux innovations, au système national des données de santé, une session concernant les consultants experts et affaires médico-légales. On a reçu la FHP, une session dédiée aux ultrasons à haute intensité, qui est un nouvel agent très prometteur. Une session sur la gestion des risques, sur les seuils en cancérologie, avec une présentation brillante du président de l'INCA. Une session sur l'intégrité scientifique, pour lequel la commission éthique de l'Académie s'est saisie de cette affaire pour prolonger la réflexion. Et une session consacrée à la formation des opérateurs, qui sera un thème majeur pour l'année qui vient, sous la coordination de Philippe Marr. Alors, il y a un grand décalage entre les contenus de l'Académie et la diffusion que nous pouvons en obtenir. Et nous avons travaillé très activement de ce point de vue, avec 3 acteurs. Thomas Joss, qui est donc notre community manager, qui nous permet de naviguer dans un monde qu'on ne connaît pas très bien, qui s'appelle les réseaux sociaux. Un homme qui, vous voyez, on le voit mal, mais parce qu'il est toujours dans l'ombre, c'est Pascal Bourré, mais c'est la cheville ouvrière de l'Académie. C'est lui qui met toutes les vidéos sur YouTube, en général après les avoir retravaillées, et c'est donc un travail considérable. C'est également la cheville ouvrière de différents travaux dans l'Académie, et il est vraiment, je tiens à souligner l'importance de son activité et sa discrétion. Et enfin, Patricia Benita, qui est une attachée de presse, qui est à la fois efficace et réactive. Alors nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur YouTube, et nous sommes également en cheville avec Invivox. Alors je ne sais pas si ça sort peut-être pas très bien, mais vous voyez que en haut à gauche, le total des vues de notre chaîne depuis 2016 est de 2 600 000 vues. Ça augmente régulièrement. Nous avons maintenant 26 000 abonnés et ces vues donc sont cumulatives. Nous avons eu en 2023 1650 vues par session, ce qui est nettement supérieur à ce que nous avions ne serait-ce qu'il y a 2 ans, puisqu'on était autour de 700-900 vues. Alors ces vues sont cumulatives, vous voyez à gauche les scores des différentes sessions, les plus vues, 11 000 vues pour... je lis mal moi-même, j'espère que vous lisez mieux que moi. Mais enfin bon, les sujets sont très divers. Nous avons, pour la dernière année, les séances qui ont obtenu le plus de vues a été la séance concernée à la hernie discale qui a obtenu 6 000 vues, la séance consacrée au diastasis 5 800 vues et la journée de cancérologie 3 200 vues. Alors c'est très important, cette diffusion sur YouTube, elle a été introduite en 2012 par Henri Bismuth et c'est un moyen majeur pour nous de pénétrer dans nos différentes cibles, parce qu'on comprend bien que les chirurgiens ont autre chose à faire le mercredi entre 14h30 et 17h, mais par contre, c'est à leur disposition, ils peuvent venir consulter, y compris
des vues anciennes, hein, des sessions anciennes. Hein. Vous allez sur playlist et puis vous retrouvez le sujet que vous cherchez et vous avez la communication intégrale. Ce qui a été fait également cette année, c'est l'introduction d'une rubrique qui s'appelle le parcours des légendes. Alors pourquoi? Mais parce que nous avons dans nos 13 spécialités des chirurgiens absolument emblématiques. Et ces gens-là, ils ont des choses à raconter. Ils ont des choses à raconter parce que ça reste dans la mémoire de la chirurgie française, mais aussi pour que ça suscite des vocations chez les jeunes, chez des lycéens, des collégiens, qui voient que finalement, même parti de pas grand-chose, on peut construire une vie autour de la chirurgie, se fixer des challenges et réussir de grands projets qui ont servi à tous les patients. Alors, Karim Boudjema, qui a manifestement des talents d'intervieweur, s'est bizarrement concentré sur les chirurgiens hépatobiliaires. Donc il y a 5 parcours de légende de chirurgiens hépatobiliaires. C'est Henri Smith qui a inauguré la série. Et vous voyez que ces vues ont un grand succès, puisque on est maintenant à 5000 vues, alors que nous avons commencé au mois de mars. Autre élément, nous avons un site internet où il y a 2000 passages par mois, mais surtout, vous voyez à gauche que nous avons, grâce aux efforts de Anna, ici, notre assistante, mis en ligne toutes les e-mémoires et on les a toutes référencées. Et vous voyez que la consultation des e-mémoires sur notre site, qui a démarré donc en juin, eh bien, est croissante. Et c'est un des buts de notre site internet, que nos e-mémoires soient consultés à la fois sur le site, comme ils le sont sur YouTube. Les réseaux sociaux, bon, Facebook 1800 followers, Instagram 212 followers, je parle de choses que je ne connais pas très bien. Et surtout, nous avons été très centrés sur LinkedIn, qui nous paraît un réseau beaucoup plus intéressant pour nous, parce que ça nous permet d'échanger avec des décideurs, avec des start-upers, avec des industriels, avec des institutionnels éventuellement. Et là, nous avons une activité croissante. Voilà. Alors, je vais laisser la place à Jean-Claude Coufinal, parce que cette année a été très riche en activités concernant l'accès aux innovations. Et Jean-Claude, je te laisse donc la place. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un petit peu plutôt de la commission innovation, de laquelle je m'occupe avec Jean-Pierre Rosenbaum, et des choses véritablement vécues et qui correspondent un peu, j'allais dire, à la sécularisation de l'Académie de chirurgie. C'est-à-dire, c'est notre rentrée véritablement dans l'écosystème. C'était un choix qui a été fait et je pense qu'on va voir la stratégie qui a été utilisée pour y arriver. La commission innovation, ça a 2 pôles et finalement, c'était 2 des grandes actions qui ont été menées à côté des missions scientifiques et des séances. Un pôle politique, je n'insisterai pas parce que ça a bien été dit par le président, c'est l'accès aux innovations. On est au 3e round de ce travail. Le premier, ça avait été surtout un tour de l'écosystème, un deuxième où on s'est un peu plus approché des structures institutionnelles, et le 3e actuellement, dont les conclusions arrivent, est celui d'arriver à essayer d'être des acteurs et bien introduits à l'intérieur de cet écosystème et éventuellement de faire partie, enfin de pouvoir être un peu plus que des influenceurs, mais peut-être des décideurs. Je vous ai mis les différentes personnes qui sont très complémentaires, et je voulais dire un mot très simple et particulier pour François Richard, parce que l'HCN est l'élément qui est vraiment l'élément central actuellement, qui nous permet d'avoir du poids et de la crédibilité, puisqu'il est en contact avec la plupart des instances, et de la même manière qu'on a une action politique avec Albert-Claude Benamou et notre futur président, plus le travail qui est fait dans l'écosystème, je pense que tout ça est un terreau important. Sur le plan scientifique, c'est à structurer, mais il se passe pas mal de choses. Je dirais la seule que je retiendrai ici, c'est
le rapport que nous avons avec Medicène. Medicène, ça fait 3 ans qu'on est en contact, que j'ai été en contact avec Medicène, que j'ai aidé à faire chirurgie du futur 1, que j'étais à la programmation de chirurgie du futur 2, et on a décidé en disant, voilà, c'est important, je veux dire que les start-up, les industriels rencontrent véritablement les praticiens, et qu'un événement qu'on pourrait faire ensemble serait peut-être une bonne chose. Quand c'est parti, ça semblait pas assez simple, mais on a réussi à le structurer. Je souhaitais qu'on fasse une publication et on ne l'a pas faite, voilà, donc on la fasse en anglais, et je pense que ça va prendre forme parce que avec faire rentrer les jeunes, comme on l'a dit, les spécialités, on va se structurer un peu plus, et surtout on a une opportunité avec Andrew Gums qui a fait une présentation l'autre jour. Il est le rédacteur en chef du journal, enfin Artificial Intelligence Surgery Journal, qui est porté par un éditeur japonais et un éditeur américain. Et donc il y a dedans des articles mondiaux consacrés justement à ce qui concerne la digitalisation et l'utilisation aussi bien dans les outils que dans les diagnostics ou dans l'aide à la décision. Donc on a obtenu avec cet éditeur qu'on aura une page sur chacune des publications pour l'Académie de chirurgie et pour nos collaborateurs. Alors, les objectifs de l'Académie, quand je dis sécularisation, il faut qu'on soit expert de la transformation chirurgicale. Alors, les experts chirurgicaux, voilà, c'est cette noble assemblée, mais ce n'est pas de notre compétence véritable d'être les experts de la transformation chirurgicale. On a besoin de rentrer dans ce monde, il faut connaître les outils, je l'ai mis, les tendances, les régulations, rencontrer les acteurs de l'écosystème et trouver des positionnements, ce qui a été fait par le 3e tour, là, pour agir, les leviers, etc. et acquérir non une véritable légitimité, mais une légitimité de véritables compétences dans ce domaine de la transformation, Je ne veux pas faire ni de scientifique, mais je veux faire à la fois un petit clin d'œil à Jocelyne Trocas qui est là, parce que véritablement, quand vous prenez son schéma et que vous arrêtez à chaque endroit, vous avez tous les éléments de la transformation et de en dehors, j'allais dire, du workflow et des problèmes organisationnels, vous avez tout l'ensemble de ce qu'on appelle cette chirurgie digitale. Je m'arrête sur un petit cliché, et ça je voulais dire, on a notre collègue Jean-Louis Prudon, il y a 3 ans, il a fait une publication, enfin il a présenté à l'Académie de chirurgie quelque chose qui m'a vraiment interpellé et qui est là parce que c'est notre problème. Il a sorti véritablement notre problème à l'occasion de la réflexion sur le MDR. On parlait des data. Alors tel que c'est actuellement, ben voilà, on a ce beau système, on a cette boucle opérationnelle qui fonctionne bien. Et puis, les datas des pratiques professionnelles, elles sont hétérogènes et multiples, et elles deviennent de partout, je veux dire. Elles viennent de partout, on utilise, etc. Donc, si elles viennent de partout, les opérateurs sont exclus de la boucle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur ajoutée dans ce système, et on n'est pas consulté. Ce qui veut dire que la médecine se passe en dehors de nous. Alors, ce qu'il faut, c'est une souveraineté dans ce domaine. C'est pour ça qu'on se bat. Et cette souveraineté, c'est la démarche qui est faite voilà, par le HCN qui a beaucoup agi, par toutes les réflexions qu'on a actuellement, voilà, c'est véritablement que ces fameux registres professionnels efficaces soient mis en place, et ceci, bon, c'est en cours avec la FSM, il y a des financements de la BPI, etc. Alors ça remet véritablement le praticien au centre, puisque finalement c'est lui qui va produire les datas qui permettent de faire les évaluations en vie réelle et qui permettront de suivre les produits dans le cycle naturel du produit, ce qui est entré dans la loi. Alors, stratégie ALC, c'est un peu je veux dire, la commission d'innovation, il y avait 3 objectifs. Alors, il semble qu'on est bien avancé. Le premier, c'est cette partie politique de prendre un rôle, et vous avez les photos là, d'un dîner à Matignon avec la plupart des acteurs, et pour lesquels on a commencé à structurer politiquement cette action qui a abouti, ça doit être la photo d'à côté, de la signature au moment du congrès Chirurgie 4.0.
Je le mettrai en deuxième, là je l'ai mis en troisième, c'est pour me tournant vers Olivier Jardet et les autres, ici, les autres présidents et tous les autres acteurs qui se battent pour que on puisse avoir le même statut que l'Académie de pharmacie ou que l'Académie de médecine. C'est en cours et je veux dire, ça serait bien passé s'il n'y avait pas des 49.3 tout le temps, puisque finalement ça a été inscrit à pas mal de programmes et qu'Olivier Jardet essaye de nous trouver une voie un petit peu différente. Alors après j'arrive, ce qui sera le troisième point et pas le deuxième, à ce qui me semblait absolument capital, c'est véritablement, c'est Paris Santé Campus. Parce qu'on se dit où est-ce qu'on se met sur le plan scientifique, etc., etc. Paris Santé Campus, c'est le Val-de-Grâce qui va être transformé. C'est prêt. Je veux dire, la transformation est en train de se faire. On a déjà dans Paris Santé Campus l'INRIA, le HData Hub, etc. Et la concentration, une grosse concentration de chercheurs va se faire voilà. Donc se rapprocher, essayer d'être dans cette foulée est importante. Et on est très proche maintenant de Paris Santé Campus et surtout, avec France Biotech, on s'est rapproché d'une manière excessivement importante en travaillant avec eux. Et puis, il me semblait que créer un événement attractif qui pourrait être récurrent était absolument fondamental pour fédérer l'écosystème. Donc c'était le projet Chirurgie 4.0. Et je m'ai renoué avec les symboles parce que, voilà, on regarde tous Syncôme avec beaucoup d'attention et avec un peu de patience, etc. C'est un projet qui avance. Alors, simplement, l'approche, c'est du travail, du partage, de l'acculturation avec les acteurs majeurs de l'innovation. Et en fait, tout cela, on les a véritablement retrouvés dans Chirurgie 4.0. Les tiers-lieux d'expérimentation, on est rentré au jury, le pôle Médicène, les SAT, les clusters, France Biotech, Paris Santé Campus, BOPA, BOPEX, le Gréco à Amiens, le Chaos à Nice, MedExprime, qu'on a soutenu pour un projet qui a été retenu et avec qui on travaille pour le tableau de bord chirurgical intégré, l'IHU Foresight, donc Jean-Pierre Rosenbaum est impliqué, l'IHU de Strasbourg et l'IRCAD, dont on avait les représentants au congrès dernièrement, et c'est un grand plaisir, le RHU Ribon et le RHU d'Amiens ont été nommés au dernier concours et on les a soutenus, on a véritablement soutenu leur projet. Je mets Jocelyne ici, parce que c'est, comme disent les roboticiens, c'est notre mère à tous, donc elle est là et son établissement est là. Le LIRM de Montpellier, avec lequel on est proche, Epion, Robocat, Revinac, tous ces gens sont dans notre comité scientifique et Andrew Gomes par son journal. Important, je le remets parce qu'on a eu une séance absolument exceptionnelle avec France Biotech, parce que tous les projets qui ont été portés là sont ceux qui sont vraiment absolument incroyables. Corvav, c'est l'assistance cardiaque, etc., par une valve ondulante, une membrane ondulante, je veux dire qui change absolument tous les problèmes d'hémodynamique, etc. TwinSight était intéressant parce que c'est de la simulation du jumeau numérique du genou, mais avec la mécanique articulaire, ce qu'on n'a pas actuellement. Et puis le plus bluffant, c'est Caranx, parce que Caranx, un de ses projets s'appelle Ta vie pilote, ça veut dire que voilà, ça emmène le cathéter, ça le met en place, ça regarde où c'est, et ça délivre la valve. Donc je pense que c'est vraiment impressionnant. Avatar, on connaît, le Chaos de Nice, voilà. Alors, je répète, parce qu'on l'a dit, le président l'a dit tout à l'heure, pour nous c'est fondamental et pour moi ça a été quasiment quotidien, la collaboration avec les actions des jeunes chirurgiens qui sont vraiment des game changers et qui ont véritablement trouvé des solutions alternatives aux carences de leur formation. Donc on les aide. Il y a le JARCA qui est une journée anatomique de chirurgie robotique. On les a aidés au financement pour Rennes. Ça va être à Nice, là, on va y aller. Et en 2024, on l'a entendu, l'Académie de chirurgie va créer un collège des jeunes chirurgiens pour l'Académie. Alors reste, voilà, Chirurgie 4.0 avec
Voilà, et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était ça. C'est-à-dire que c'était tout la rencontre de tous les acteurs de la transformation chirurgicale, et vous pouvez les voir tous autour, ils étaient tous là. Je veux dire, ils étaient tous là. C'est cet écosystème qui était autour. Là. Voilà quelques petites images, les remis des prix, les start-up dans Paris Santé Campus, et puis l'image intermédiaire à gauche est celle des pitchs des 20 start-up qui ont pitché pendant ce temps-là. Merci. Et voilà, cette diapositive, ce ne sont pas les gens qui ont financé ou qui nous ont aidés, mais c'est nos partenaires habituels de l'Académie de chirurgie. Un instant, je voudrais juste faire deux observations. D'une part, précisément, sur ces liens avec les industriels, en particulier ceux qui fabriquent les systèmes ou les instruments. De tout temps, les chirurgiens, même si on remonte à Ambroise Paré, on en voit même, non pas des photographies, mais des reproductions, on voit même qu'ils ont fait façonner, voire fabriquer eux-mêmes, du temps même où ils étaient barbiers, leurs instruments. Donc cette relation des chirurgiens avec les instruments est naturelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau technologique que l'artisanat n'a plus trop sa place. Et pour nous, comme l'a très bien rappelé Jean-Claude, cette relation est très constructive dans l'état d'esprit que, bien évidemment, vous pouvez imaginer de transparence et, je dirais, de vie de l'académie, car ils sont de véritables partenaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les chiffres présentés par Hubert Joinnet tout à l'heure, d'audience de nos séances. Quand on entend de 1000 à 5000 personnes qui soit assises, soit surtout repassent les sessions pour les écouter, ça se passe de l'autre côté de la rue, dans un studio, entre guillemets, qui fait 60 places. Donc 1000 à 5000 audiences, auditeurs, c'est un véritable congrès que nous organisons chaque semaine de très haut niveau scientifique, et ça on le doit bien sûr à tous les orateurs des disciplines différentes qui se présentent à nous, dans une ambiance qui a un peu évolué pour ceux qui suivent les images, grâce à Henri Bismuth qui nous a encore mis un défi, nous avons relevé, alors c'est pas tout à fait la même installation, mais en tout cas, on a transformé un peu notre vieille salle en un studio d'enregistrement et qui donne, c'est vrai, un peu plus de convivialité. Voilà, c'est quelques mots.